Et si tout ce qu'on vous a dit sur l'endroit où votre bébé doit dormir était faux, pas dangereux, pas irresponsable, juste faux. Voici ce que des chercheurs ont découvert en posant des capteurs sur des bébés endormis. Et c'est précisément ce dont personne ne parle. Le corps d'un bébé placé seul dans un berceau ne ressent pas simplement de la solitude. Il commence à dysfonctionner. La variabilité du rythme cardiaque chute. La respiration devient irrégulière. Le cortisol, l'hormone du stress, augmente chez un nourrisson en plein sommeil. Et pourtant, dès que ce même bébé est placé près d'un adulte qui prend soin de lui, tout se stabilise. Comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Alors pourquoi cela se produit-il ? Que se passe-t-il exactement dans le cerveau et le corps d'un bébé pour que votre présence physique ne soit pas simplement réconfortante, mais biologiquement indispensable? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus le sommeil de votre bébé de la même façon. Vous pourriez même vous sentir un peu coupable de les avoir mis seuls dans ce berceau. Mais voici ce qui est surprenant. Tout ça ne concerne pas uniquement le sommeil. C'est une question de survie, d'évolution et d'un système biologique si ancien, si puissant, qu'il tourne en ce moment même en arrière-plan chez votre bébé, chaque nuit. Commençons depuis le début. Quand un bébé naît, son cerveau est, et je le dis littéralement, inachevé. À la naissance, le cerveau d'un bébé humain n'est développé qu'à environ 25%. Comparez ça à un poulain qui peut marcher en quelques heures après sa naissance ou à un dauphin qui peut nager immédiatement. Les bébés humains, eux, sont incapables de presque tout par eux-mêmes. Et ce n'est pas un défaut, c'est en réalité la stratégie. Des millions d'années d'évolution ont abouti à un compromis calculé. Au lieu de livrer un bébé avec un cerveau entièrement développé, ce qui nécessiterait un crâne si grand qu'il serait impossible d'accoucher, les humains ont évolué pour accoucher tôt et terminer le développement cérébral en dehors de l'utérus. Les scientifiques ont même un nom pour ça, le 4e trimestre. Et pendant ce 4e trimestre, le bébé n'est pas prêt à être seul, pas du tout. Mais voici ce qui devient vraiment fascinant. Le système nerveux du bébé est littéralement conçu pour vous utiliser comme régulateur externe. Votre rythme cardiaque, votre rythme respiratoire, votre température corporelle, votre odeur, ce ne sont pas simplement des éléments réconfortants. Ce sont des signaux d'entrée que le cerveau immature du bébé utilise pour calibrer ses propres fonctions. Imaginez un système d'exploitation nouvellement installé qui a besoin de se synchroniser avec un serveur. Vous êtes ce serveur. Sans cette connexion, le système génère des erreurs. Et l'un des moments les plus vulnérables pour que ces erreurs apparaissent, c'est justement pendant le sommeil. La plupart d'entre nous ont été conditionnés par les livres, les pédiatres, la famille bien intentionnée à croire que l'objectif est que le bébé dorme de manière indépendante, dans son propre berceau, dans sa propre chambre, le plus tôt possible. Mais ce que la plupart des parents ne réalisent pas, c'est à quoi ressemble réellement cette transition du point de vue du bébé. Dans les années 90, une chercheuse du nom du Dr Tiffany Field a mené une série d'études sur la privation de contact chez les nourrissons. Ce qu'elle a découvert était frappant. Des bébés séparés de leurs aidants pendant le sommeil montraient une augmentation des hormones de stress en quelques minutes, pas quelques heures, en quelques minutes. Et plus récemment, une étude de 2012, publiée dans la revue Early Human Development, a suivi les réponses physiologiques de nourrissons dormant seuls versus dormant à proximité d'un adulte. Les résultats, lorsqu'ils dormaient seuls, les bébés passaient significativement plus de temps dans un état d'éveil autonomique élevé. En clair, leur corps était en état d'alerte, même pendant le sommeil. Et voici la partie qui surprend le plus. Ils ne pleuraient pas. Ils ne semblaient pas en détresse de l'extérieur. Ils avaient l'air de dormir normalement. Mais à l'intérieur, leur biologie racontait une histoire complètement différente. Et ça change tout quand on commence à réfléchir à ce que le sommeil est censé faire pour un cerveau en développement. Parce que le sommeil, pour un bébé, ce n'est pas simplement du repos, c'est le chantier de construction du cerveau. Pendant le sommeil, le cerveau consolide les nouveaux souvenirs. Il élague les connexions neuronales inutiles. Il inonde le corps d'hormones de croissance. Il répare les tissus. Il renforce le système immunitaire. Et tout cela fonctionne mieux, de façon mesurable, scientifiquement prouvée, dans un état de faible stress. Alors qu'est-ce qui crée cet état de faible stress chez un nourrisson? Vous connaissez déjà la réponse. Remontons très loin dans le temps. Imaginez nos ancêtres, il y a 200 000 ans, dans la savane africaine. Il n'y a pas de berceau, pas de babyphone. Il y a des prédateurs. Dans cet environnement, qu'est-ce que cela signifie pour un bébé d'être seul, hors de contact avec sa mère? Ça signifie que quelque chose a terriblement mal tourné. Ça signifie le danger. Alors l'évolution a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a câblé une réponse de panique directement dans le système nerveux du nourrisson. Être seul égale menace. Être séparé de l'adulte qui prend soin de lui égale urgence.
C'est ce qu'on appelle le système de recherche de proximité, l'un des mécanismes de survie les plus profondément ancrés dans le cerveau humain. Des décennies de recherche sur l'attachement, à partir des travaux de John Bowlby dans les années 50, l'ont confirmé encore et encore. Mais voici ce qui stupéfie les gens. Ce système ne sait pas qu'on n'est plus dans la savane. Il ne sait pas que vous habitez dans un appartement sûr en 2025. Il ne sait pas que le berceau est à 1 mètre. Il ne sait pas que vous reviendrez dans 2 heures. Tout ce qu'il sait, c'est « l'adulte est parti, danger ». Et la réponse au stress s'active à chaque fois. Voici où c'est encore plus intéressant. Il y a 2 façons très différentes pour un bébé de réagir à ce stress. Certains bébés pleurent immédiatement. Ils signalent fort, ils s'assurent que vous revenez. Mais certains bébés se taisent. Et les silencieux, ce sont ceux qui inquiètent davantage les chercheurs. Parce qu'un bébé qui arrête de signaler n'est pas un bébé qui s'est calmé. Dans beaucoup de cas, c'est un bébé qui a appris que ses signaux ne fonctionnent pas et qui est entré dans une sorte de mode d'arrêt. Biologiquement, le stress est toujours là. Le cortisol est toujours élevé. Mais la protestation a cessé. Ce n'est pas de l'indépendance, c'est tout autre chose. Revenons à la biologie du sommeil à côté de votre bébé et pourquoi c'est l'une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire pour son cerveau en développement. Voici un concept qui paraît presque trop poétique pour être réel, mais que la science confirme entièrement. C'est ce qu'on appelle la synchronie physiologique. Quand un bébé dort à proximité d'un adulte qui prend soin de lui, en particulier la mère, leurs corps commencent à se synchroniser. Les rythmes respiratoires s'alignent, les schémas cardiaques commencent à se refléter mutuellement. Même les cycles de sommeil commencent à se coordonner. C'est comme 2 métronomes posés l'un à côté de l'autre. Avec le temps, ils finissent par battre ensemble. Et ce n'est pas juste une belle métaphore. C'est été mesuré, documenté, reproduit en laboratoire. Une étude de l'université Bar-Ilan, en Israël, a mesuré la synchronie physiologique entre mères et nourrissons pendant le contact de sommeil versus le sommeil séparé. Les mères et les bébés en contact physique étroit montraient des niveaux nettement plus élevés d'alignement biologique, jusqu'à une coordination respiratoire à l'échelle de la microseconde. Qu'est-ce que ça signifie pour le bébé ? Ça signifie que le système nerveux stable et régulé de l'adulte aide activement à organiser celui, moins stable, du bébé. Le corps de la mère accomplit une partie du travail que le cerveau immature du bébé n'est pas encore capable de faire seul. Vous prêtez littéralement votre système nerveux à votre enfant pendant qu'il dort. Laissez-moi vous poser une question. Si vous saviez que votre présence à côté de votre bébé endormi faisait tout ça, réguler son cœur, organiser sa respiration, réduire ses hormones de stress, améliorer le développement de son cerveau, est-ce que vous percevriez différemment les réveils au milieu de la nuit ? Est-ce que vous envisageriez autrement l'idée de les laisser pleurer ? Gardez cette question en tête, parce qu'on arrive maintenant à la partie la plus controversée de tout ça. Il faut qu'on parle du cododo, parce que dès que ce sujet est abordé, les avis se divisent. La moitié des gens disent que c'est dangereux, l'autre moitié dit que c'est naturel et beau, et la plupart des gens sont confus sur ce que la science dit réellement. Alors soyons précis, il y a une différence cruciale, entre le partage du lit, où le bébé partage la surface de sommeil d'un adulte, et le partage de chambre, où le bébé dort dans la même pièce, mais sur une surface séparée. L'Académie américaine de pédiatrie recommande actuellement le partage de chambre sans partage du lit pendant au moins les 6 premiers mois. Et les préoccupations de sécurité liées au partage du lit sont réelles, en particulier quand il y a de l'alcool, des médicaments, une litrimole ou une fatigue extrême. Mais voici ce que la plupart des parents ignorent. La recommandation de l'AAP a été largement influencée par des données provenant de foyers occidentaux à haut revenu, avec des configurations de sommeil spécifiques. Elle n'a pas été conçue pour condamner la pratique de la proximité en elle-même. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Des chercheurs comme le Dr James McKenna à Notre-Dame, l'un des plus grands experts mondiaux sur le sommeil mère-nourrisson, ont passé des décennies à soutenir que la vraie question n'est pas de savoir si les bébés devraient dormir près de leurs parents. Ils le devraient. La vraie question, c'est comment le faire en toute sécurité. Ces recherches montrent que les mères qui allaitent et les bébés qui partagent le lit dans des conditions sûres présentent des niveaux remarquables de synchronie physiologique, des seuils d'éveil réduits et une architecture de sommeil mutuellement régulée. Autrement dit, quand c'est fait en toute sécurité, la proximité pendant le sommeil n'est pas un risque, c'est une fonctionnalité. Le mot-clé ici, bien sûr, c'est en toute sécurité, et c'est là que les conseils pratiques deviennent aussi importants que la science. Alors si on sait que la proximité aide
et qu'on veut rester en sécurité, à quoi ça ressemble concrètement dans la vraie vie? Premièrement, le partage de chambre est soutenu à la fois par la science et par les recommandations officielles. Avoir votre bébé dans un berceau ou un codormir à portée de bras leur offre les avantages de la proximité sans les risques d'une surface de sommeil partagée. Deuxièmement, votre odeur compte bien plus que vous ne le pensez. Des études ont montré que les bébés qui dorment avec un t-shirt non lavé de leur mère à proximité présentent des niveaux de cortisol réduits et des périodes plus longues de sommeil calme. Vous n'avez pas besoin d'être en contact physique pour avoir un effet. Troisièmement, la transition compte. Si vous faites passer votre bébé de votre chambre à la sienne, la vitesse de cette transition peut affecter la charge de stress pour son système nerveux. Les transitions progressives, déplacer le berceau progressivement plus loin, puis dans une autre chambre, tendent à produire des résultats plus doux que les changements brusques. Quatrièmement, faites confiance à vos instincts, parce que voici ce que personne ne vous dit. Cette envie de prendre votre bébé dans vos bras, de l'approcher, de le laisser s'endormir sur votre poitrine, ce n'est pas une mauvaise habitude à briser. C'est l'évolution qui fait exactement ce pourquoi elle a été conçue. Mais prenons du recul une seconde, parce que tout ça, la biologie, l'évolution, la synchronie du système nerveux, pointe vers quelque chose de plus grand. La relation de sommeil précoce entre un bébé et son adulte référent n'est pas seulement une question de sommeil. C'est l'un des premiers endroits où l'attachement se forme, où la confiance se construit, où le bébé commence à apprendre, au niveau neurologique le plus fondamental, que le monde est sûr ou qu'il ne l'est pas. John Bowlby, dont la théorie de l'attachement a été mentionnée plus tôt, croyait que la qualité de la relation précoce entre l'adulte référent et le nourrisson façonne de manière durable et structurellement la façon dont une personne se lie aux autres pour le reste de sa vie. Et nous savons maintenant que l'un des moments les plus vulnérables, les plus formateurs de cette relation, c'est le sommeil. Parce que c'est pendant le sommeil que l'enfant est le plus impuissant, le plus dépendant, le plus en besoin du signal que quelqu'un est là. Et quand ce signal est présent de manière constante, la recherche est claire. Les enfants développent un attachement plus sécurisé, une plus grande résilience émotionnelle, une meilleure capacité à s'autoréguler plus tard dans la vie. Alors quand vous vous levez à 2 heures du matin, quand vous prenez votre bébé contre vous, quand vous restez allongé dans l'obscurité à les écouter respirer, vous ne faites pas que traverser la nuit. Vous construisez un cerveau. Nous vivons dans une culture presque obsédée par l'indépendance des bébés, l'entraînement au sommeil, l'auto-apaisement, dormir toute la nuit comme un objectif à atteindre le plus tôt possible. Je ne suis pas là pour vous dire que ces choses sont mauvaises. Chaque famille est différente. Chaque situation est différente. Mais je suis là pour vous dire ceci. Votre bébé n'a pas été conçu pour dormir seul. Cette envie qu'ils ont de votre chaleur, de votre odeur, de votre rythme cardiaque, ce n'est pas de la dépendance. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la biologie, c'est de l'évolution, et maintenant, c'est de la science. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenu comme celui-ci.